Les Romains consomment essentiellement des bouillies de céréales. Ce sont des bouillies épaisses. Ils consomment également des légumes et un peu de vin. Le vin est interdit aux femmes et aux jeunes gens. Progressivement, la composition des repas évolue. À partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, les classes les plus favorisées de la société romaine accordent plus d'attention à leurs repas. C'est d'ailleurs le début des importations de denrées alimentaires. Très tôt, le luxe réservé à la table va atteindre des sommets extravagants. Certains raffinés n'hésitent pas à dissiper leurs capitaux dans un dîner. Ce phénomène choquant pour les traditionalistes va à sa façon mettre en péril l'équilibre social et donner naissance à des réformes visant à restreindre et à réglementer le nombre de convives et des sommes pouvant être engagées par un repas. Ce sont les lois somptuaires qui vont aboutir à l'édit Maximus publié sous l'empereur Doclinien en 301 et fixait dans tout l'empire le prix maximum des denrées et des services. Souvent, l'on se représente volontiers les dîners romains sous forme d'orgie, dégénérant en beuverie grossière. En fait, la réalité fut différente. Les Romains étaient frugaux dans l'ensemble et les exemples de dîners-spectacles que l'on cite demeurent tout à fait exceptionnels. Le repas dans l'Antiquité est un acte religieux. À table, comme dans toute la maison, les dieux sont présents. Ce sont les protecteurs du foyer. On les prie avant et après les repas. La salle à manger n'est pas seulement le monde des vivants, elle est aussi celui des morts. Les morts sont là, sous la table. Il était par exemple interdit de balayer le sol de la salle à manger, peu importe les détritus qui y jonchaient, ceci était la nourriture destinée aux morts. Le repas est aussi un rite dont les règles sont très strictes. À son arrivée, le convive revêt une tunique blanche, légère, sans ceinture et fournie par le maître de maison. L'invité ne doit en effet porter aucun nœud sur lui, car ce dernier évoque le cercle fermé dont la présence est néfaste. Pour la même raison, il doit également se déchausser et ôter ses bagues. D'autre part, la tunique protégeait les vêtements des inconvénients d'un repas sans couvert et était même parfois changée au cours des services. Contre les sortilèges, on utilisait des fleurs et des parfums. On aspergeait le sol d'une infusion de verveine, herbe sacrée purificatrice. On faisait épandre des roses, fleurs divines, des lys, efficaces contre les champignons vénéneux et les rides, et des violettes qui symbolisaient l'immortalité. Quant aux fleurs de safran, on faisait des couronnes et on mêlait au vin leur parfum soutenu avait le pouvoir de prévenir l'ivresse. Avant et après le repas, les convives se lavent les mains. Des esclaves leur nettoient aussi les pieds et les ongles avec, paraît-il, une surprenante dextérité. C'est une purification physique et morale, suivie d'ailleurs dans les traditions chrétiennes et musulmanes. Il faut 3 convives au minimum pour égaler le nombre des grâces et 9 au maximum pour ne pas dépasser celui des muses. Prescription qui a été traduite par le proverbe suivant: 7 convives repas, 9 convives fracas. Les grandes maisonnées disposent de nombreux serviteurs. Jaunes, les Alexandrins sont les plus recherchés, considérés comme étant les plus beaux. Ceux qui sont spécialisés dans le service du vin ou dans la découpe de la viande sont les plus jaunes. Ils sont vêtus d'une tunique descendant un peu au-dessus du genou, ont les cheveux bien arrangés et portent à leur ceinture un linge qu'ils utilisent pour veiller à la propreté du service. Attentifs à prévenir les désirs des convives, on n'a pas besoin de leur parler, un signe suffit. En faisant claquer le pouce avec l'index, ils accourent de suite. Les bases de la cuisine romaine antique sont l'huile d'olive, le miel, le vinaigre, le vin et les plantes aromatiques. Elles se caractérisent
par la dominante de plats bouillis sur les plats rôtis. L'emploi de sauces compliquées à l'usage immodéré, d'épices et de condiments, ainsi que deux principales empruntées à l'Orient, le sucré salé et l'aigre doux. Les préparations les plus courantes étaient la patina, sorte de gâteau à pâte consistante en forme de plat à base de légumes ou de poissons mêlés d'œufs et dont les Romains raffolaient. Il y avait aussi le minutal, fricassé de poisson ou de viande auquel on mélangeait parfois des fruits. Les tout premiers pains romains étaient sans levain, en forme de galette et se cuisaient à la maison, soit à même la voûte du four, soit à même le sol. Puis apparut le pain levé qu'on allait chercher du moins en ville chez le pistor, le boulanger. La légende veut que la découverte du pain levé fut le fruit du hasard dû à un boulanger égyptien. Il aurait laissé plusieurs heures à l'air ambiante une bouillie de céréales et ce mélange, contaminé par une levure sauvage ou par des bactéries, aurait fermenté et levé sous la multiplication des micro-organismes dans la farine. Les Romains connaissent une grande variété de pains. Le pain d'orge, le pain de millet, surtout mangé chaud, le pain de campagne, le pain militaire, le pain d'Alexandrie, de pur amidon devant ressembler au pain de mie, le pain picénum que l'on consomme humecté de lait. Très appréciée, la salade finissait les repas aux origines alors qu'elle l'ouvrait sous l'Empire. Blanche, rouge, pourpre ou paumée, elle était généralement accompagnée d'œufs et de crudités divers et était mangée avec les mains. On dégustait ces feuilles après les avoir trempées dans la sauce au vinaigre ou garum. Pline la recommande pour éteindre les ardeurs amoureuses et selon divers auteurs anciens, elle combat divers poisons, procure le sommeil et calme les maux d'estomac. Le lait et le fromage. C'est tout de suite après la traite que l'on faisait cailler les laits de brebis et de chèvres et c'est transformé au fromage, généralement frais, qu'il était vendu. Le caillé, une fois retiré des faisselles, était salé et plongé dans la saumure et mis à sécher un peu au soleil. Un fromage frais particulièrement apprécié des anciens, ces derniers n'étaient guère amateurs de fromage sec. Le vin. Première source de richesse de l'Italie, le vin fut abondamment décrit par les agronomes de l'époque. Ils nous apprennent que les cèpes étaient plantés dans tous les terrains, sous des climats et expositions les plus divers, et que des vignes conduits sur des arbres comme les oliviers qui y proviennent les grands crus. Les Romains considéraient qu'un véritable mariage se réalisait. L'arbre transformait sa force à la vigne. Nous savons aussi qu'on le cultivait sur échalas, à hauteur d'homme, que l'on ne mélangeait pas les espèces et qu'on ne le faisait pas voisiner avec des cultures comme celles du radis, du chou, du laurier et du noisetier. Car d'après les anciens, la vigne, on le sait, est douée d'odorat et prend étonnamment les odeurs et au voisinage d'un parfum ennemi se détourne, recule et le fuit. Les Romains ne connaissaient pas la technique de sulfitage et le fait de ne pas contrôler la fermentation aboutissait souvent à la production de vinaigre. Afin d'éviter tel accident, ils mirent au point deux méthodes pour stabiliser les vins. Ils utilisaient des raisins surmûris et ajoutaient du miel et du jus de raisin concentré dans le mou en fermentation, afin d'obtenir un degré alcoolique supérieur et une importante teneur en sucre résiduel. Ces vins se conservaient mieux ainsi. Il ajoutait aromates et éléments naturels divers agissant comme antiseptiques. La conservation du vin s'avérait difficile, d'autant plus qu'on ignorait tout du soutirage. C'était l'amphore qui était le plus apte à la conserver de nombreuses années. Ces récipients étaient enduits de pois pour assurer leur étanchéité et entourés de paille et de jonc tressés pour les protéger. Une fois remplis, un bouchon de liège et de terre cuite fermait les amphores
et on les scellait à la poix, argile ou plâtre avant d'y apposer un cachet. Cependant, si les vins les plus prisés étaient buvieux, et si des exemples extrêmes de conservation étaient relatés, beaucoup d'entre eux perdaient leur qualité passé une vingtaine d'années. Dans l'Antiquité, la gamme de ce qui se boit est large, de la posta, vinaigre étendu d'eau, qui est la boisson du soldat, au très vieux vin d'Italie, réduit en une sorte de miel amer. Il existe une grande variété de produits et de buveurs. Les gastronomes aiment particulièrement la dégustation accompagnée d'huîtres. De tous les vins, c'est le Falerne qui était le plus apprécié. Le plus ancien des grands crus de l'Italie possédait ces millésimes. La fameuse cuvée de l'année de Consulat d'Opinium en 121 avant Jésus-Christ est restée longtemps célèbre. On en parle encore du temps de Plint, 170 ans après.